D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Je viens vous parler de l'histoire d'amour entre Napoléon et Joséphine. Alors, ils se rencontrent à l'automne 1795 dans le Paris de la Révolution. Nous sommes alors dans ce qu'on appelle la Convention thermidorienne, la période de Thermidor. Robespierre vient d'être guillotiné. Joséphine est sortie de prison et Bonaparte, à ce moment-là, a pris une certaine dimension en écrasant les royalistes à l'église Saint-Roch. Il est devenu ce qu'on appelle le général Vendémiaire, donc il bénéficie d'une certaine aura dans Paris, et c'est à ce moment précis qu'il rencontre Joséphine, qui elle est veuve du général Alexandre de Beauharnais, qui a été décapité lui aussi un an auparavant. Alors ils se croisent dans les salons du directoire de Barras, et tout de suite naît un amour fou, intense. Bonaparte lui déclare sa flamme très rapidement, et s'ensuit des lettres d'amour magnifiques qui nous sont restées et qui témoignent comme ça de sa passion amoureuse. Alors on a toujours pensé que Joséphine avait été moins amoureuse ou plus distante. Ceci est dû au fait que nous ne possédons pas ces lettres. Sans doute Napoléon les a-t-il fait disparaître, on ne sait pas pourquoi, longtemps après, mais toujours est-il que nous n'avons pas la correspondance de Joséphine alors que nous avons celle de Napoléon, qui est une correspondance, je l'ai dit, passionnée, vivante, jalouse parfois, mais en tout cas, voilà, naît un amour vraiment intense en cet automne 1795. Il se marie en mars 1796. C'est Joséphine qui insiste pour eh bien épouser Napoléon, car en fait elle veut justement solidifier, si je puis dire, renforcer cette union par les liens du mariage, car Bonaparte va partir pour l'Italie. Il a été nommé général en chef de l'armée d'Italie et elle sait qu'ils vont rester séparés. Alors ils seront séparés finalement pas si longtemps que ça. Là encore, on a dit que Joséphine avait été plutôt, encore une fois, distante, que c'est en gros que tandis qu'elle s'amusait à Paris, Bonaparte et lui souffraient sur les champs de bataille. Bon, ceci est un peu inexact. En fait, Joséphine a tout fait pour assez rapidement rejoindre Bonaparte en Italie. Elle le rejoindra en juillet 1796. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que Bonaparte prend son envol, est déjà devenu le héros. Il a remporté d'importantes victoires. Et il a quelque part changé de dimension. Et c'est très important dans ce couple parce que au départ, dans ce couple, celle qui domine, c'est Joséphine. Napoléon le dit, l'écrit d'ailleurs. Quel empire as-tu sur moi, Joséphine? Quel est ton étrange pouvoir, incomparable Joséphine? Car c'est elle, effectivement, qui le possède. Joséphine est une femme jalouse, une femme de caractère, qui a toujours voulu, quelque part, eh bien, posséder sa moitié, enfin, en tout cas, avoir au moins un rapport équilibré, sinon, voilà, une certaine dominante. Mais en tout cas, voilà, elle l'a trouvé au départ avec ce jeune général, il a 6 ans de moins qu'elle. Mais ensuite, les choses vont s'équilibrer, car il devient le héros, l'homme qui, à lui seul, change le cours de l'histoire, donc, et qui prend toute sa dimension. Est-ce que Joséphine avait, elle qui avait beaucoup comme ça, de sensibilité, qui connaissait bien les êtres, avait, si je puis dire, voilà, détecté ce talent à venir? C'est possible. Elle était effectivement très perspicace. Elle connaissait très bien les individus. Elle avait comme ça un réseau fort étendu, d'ailleurs, qui allait de la sœur de Robespierre jusqu'aux royalistes. Donc Joséphine est une femme d'influence, influente, et je l'ai dit, de caractère. Alors, au lieu que, si je puis dire, eh bien, ce couple qui a commencé son existence par une passion folle, eh bien, s'abîme dans le pouvoir, va se créer à ce moment-là, ou du moins se renforcer, une alliance politique entre ces deux personnages. Depuis le départ, Napoléon veut le pouvoir, et finalement, il espère pas déjà un trône, mais espère quelque part être le roi de sa société, enfin celui qui va être le plus en vue de manière politique, militaire. Pour Joséphine, c'est la même chose, mais il n'ambitionne pas le même fauteuil, ce qui permettra, en quelque sorte, elle va être la reine de la société, et donc ce qui permettra leur alliance, et ce qui va la consolider. Ce qui fait que très rapidement, nous avons
à côté de Bonaparte, cette épouse qui, loin d'être discrète, est mise en avant comme voilà, comme quelqu'un qui peut comme ça être, si je puis dire, l'atout à la fois cœur et l'atout séduction de Bonaparte, car Bonaparte est un militaire un peu rugueux, parfois désagréable, même souvent, tandis que Joséphine, elle, est déjà faite pour la cour, est faite pour justement développer des relations sociales et étendre le réseau d'influence, c'est ce qu'elle sait tout à fait faire. Donc cette alliance se forge, se renforce. Et on a souvent parlé de ses infidélités à lui. Tout ça est finalement secondaire, n'a pas été aussi important qu'on a bien voulu le dire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que surtout un couple de pouvoir est né, un couple qui justement va prendre le pouvoir quelques années plus tard, en 1799. Et Joséphine devient ainsi la première dame de France, Bonaparte en étant premier consul, étant une sorte déjà de président de la République. Et là encore, Joséphine va prendre de plus en plus d'importance, son nom va être régulièrement cité dans la presse, et elle va être comme ça au cœur du régime, et toujours dans le même rôle, c'est-à-dire celle qui, en quelque sorte, arrondit les angles, permet d'équilibrer ou d'atténuer le côté militaire et inquiétant de Bonaparte, et comme ça on a exactement Vénus en contrepoint de Mars, hein. C'est l'image qu'on veut diffuser, mais qui n'est pas fausse, dans l'intimité, car Joséphine est celle qui peut véritablement parler à Napoléon. Ce fut celle, d'ailleurs homme ou femme confondu, hein, qui a vraiment eu de l'influence sur lui et qui a pu lui parler d'égal à égal. Hein. Napoléon n'aimait pas, ça n'étonnera personne qu'on le contredise ou qu'on s'oppose à lui, mais Joséphine pouvait... subtilement, elle connaissait très bien son caractère, elle pouvait à sa manière l'influencer. Alors jusqu'où l'a-t-elle influencé? On lui a prêté par exemple le rétablissement de l'esclavage, ceci est faux. En fait, Bonaparte, s'il écoutait, s'il arrivait à dialoguer avec Joséphine, n'était guère influençable finalement, et surtout pas sur l'oreiller. Hein. Joséphine a essayé par exemple aussi de surseoir ou de faire empêcher l'exécution du duc d'Enghien, elle n'y est pas parvenue, mais nous savons que c'est elle qui s'est opposée, qui a été en première ligne, hein, alors que des personnages importants comme Cambacérès, par exemple, ont été beaucoup plus discrets. Donc Joséphine est une femme qui compte à la cour, bientôt à la cour impériale, qui compte dans la société, qui compte médiatiquement, qui compte... aussi, je l'ai dit, dans la dynastie, c'est Napoléon qui voudra qu'elle soit sacrée à Notre-Dame, hein, ce qui donne bien la dimension de sa place. On n'avait plus sacré de reine en France depuis Marie de Médicis. Hein. Donc c'est un geste fort que Napoléon effectue vis-à-vis d'elle, car il dira d'ailleurs, eh bien, comme elle m'a accompagné dans les bons et les mauvais moments, et il était impensable qu'elle ne soit pas là, et même, quelque part, j'aurais sacrifié une armée pour qu'elle soit là. Hein. Donc c'est un geste fort, il la sacre, il la couronne à Notre-Dame, et il l'installe en plus au centre de la cérémonie, et bientôt du fameux tableau de David, le sacre, puisque en réalité, ce que représente David, c'est le moment où Napoléon couronne Joséphine. D'ailleurs, le tableau s'appelle le sacre et le couronnement de l'impératrice Joséphine. Donc, elle réussit à avoir comme ça une place importante auprès de Napoléon. Une place de cour, c'est elle qui va tenir la cour pendant les absences de son mari, parti à la guerre la plupart du temps, aux Tuileries, à Malmaison, et qui comme ça anime et développe une cour impériale, ce que souhaitait son époux. Alors évidemment, pour l'animer et la faire briller, elle dépense beaucoup, plus que ne l'espérait Napoléon, mais là encore preuve de leur intimité, de leur relation véritablement forte. Si je puis dire, la seule exception que fait Napoléon dans ses dépenses, ou dans lui qui est un homme assez économe, pas avare, mais qui regarde absolument tout, et qui laisse un petit peu beaucoup plus de champ à Joséphine, justement, c'est parce qu'ils ont une relation comme ça forte. Hein. Finalement, on se rend compte que ils se sont quelque part apprivoisés, hein, ces deux animaux politiques, et que ils ont fait, ce qui véritablement forme un couple, ils ont fait des concessions l'un par rapport à l'autre. Hein. Si Napoléon faisait très peu de concessions vis-à-vis des autres, Joséphine, c'était la même chose, eh bien, on s'aperçoit que l'un avec l'autre, justement, pour que leur union se renforce, eh bien, ils ont comme ça, ils ont échangé, si je puis dire, quelques concessions et ont voulu que tout cela fonctionne et que ce couple d'amour, de sentiments, devenu de pouvoir intense, eh bien, se perpétue. Le problème, c'est que Napoléon ayant fondé une dynastie, il n'y a pas d'héritier.
Joséphine a eu 2 enfants, Eugène et Hortense, de son premier mari, que Napoléon a d'ailleurs adoptés, qui sont très proches de Napoléon, que Napoléon affectionne énormément, mais voilà, elle ne peut pas avoir d'enfants, elle est devenue stérile. Et le problème, c'est que Napoléon, avec quelques maîtresses, a su qu'il pouvait être père, et ce problème dynastique ne fait que croître et va conduire à la séparation de ce couple en 1809, une séparation difficile. Napoléon a mis beaucoup de temps à annoncer à Joséphine sa décision, la dissolution du mariage. Le moment a été théâtral. Joséphine s'est évanouie, alors enfin, qu'à moitié. Hein, elle était à la fois sensible, mais elle savait aussi jouer la comédie. Mais c'est une véritable déchirure et une séparation comme ça, à la fois éprouvante pour Joséphine, mais aussi pour Napoléon. Pour Joséphine, ce sera le début du déclin. Hein, elle mourra un peu 4 ans plus tard, 4 ans et demi plus tard, hein, en mai 1814. Et finalement, l'Empire de Napoléon ne survivra pas beaucoup non plus à cette séparation, hein, puisque à partir de la campagne de Russie, les choses se dégradent nettement pour en finir à la première abdication en 1814. Il faut voir dans la relation de Napoléon et Joséphine, pour conclure, une relation véritablement équilibrée. Joséphine fut l'alter ego de Napoléon sur beaucoup de points. Ce fut une femme fière, indépendante, qui a su conserver son rang, qui avait elle aussi ses goûts, si je puis dire, son empire, hein, qui n'était pas le même que celui de Napoléon, dans la botanique, à Malmaison ou ailleurs, mais il faut retenir que voilà, nous avions là un couple moderne et qui, par bien des égards, en fait, préfigure les couples de pouvoir que nous pouvons connaître aujourd'hui en France, aux États-Unis et ailleurs. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous.